partager, c'était de voir avec vous, dans nos échanges, on l'a déjà pu voir, qu'il y avait une dynamique collective à mettre en place et qu'il y a quand même un objectif derrière, au-delà de faire de la matière, des programmes, etc. On voit que l'idée, c'est de travailler sur des programmes ETP comme des éléments pour anticiper des ruptures de parcours de vie. Et lorsqu'on a eu nos appels à projets, nos 2 appels à projets pour de l'ETP, c'était vraiment très intéressant parce que ça a été porté par beaucoup d'équipes, cette idée de construire des programmes d'éducation thérapeutique du patient pour anticiper et le fait qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, c'est anticiper les ruptures, c'est pour qu'elles n'arrivent pas. C'est pas pour que, quoi qu'on fasse, elles arriveront, mais pour pouvoir les préparer et faire ces passages. Parce qu'il y a des passages de l'enfant à l'adolescence, par exemple. Mais je pense que peut-être que petit à petit, on aura aussi des passages avec les progrès des thérapeutiques, avec les progrès de la prise en charge. Pourquoi pas anticiper aussi des passages de l'âge adulte à l'adulte vieillissant atteint de maladies rares. Je pense que c'est des choses qui aussi vont arriver, et tant mieux, ça veut dire que la médecine avance. Donc, slide suivante. Je ne suis pas revenue sur je pense que je ne dois pas avoir la main pour le coup. Voilà, je suis partie vraiment du malade. Simplement, vous le connaissez tous, vous connaissez toute cette réalité. Il y a beaucoup d'associations, comme tu disais, qui se sont inscrites, mais parce qu'elles ont vraiment partie prenante de ces programmes d'éducation thérapeutique du patient. On a une vulnérabilité de tous les jours à accompagner. Alors, soit toute la partie enquête de diagnostic, on sait que ça arrive quand même fréquemment dans nos maladies rares de chercher longtemps. Donc, il y a une rupture de confiance parfois avec le système de soins, à force d'avoir été dans une errance, avoir vu beaucoup de spécialistes, ne pas avoir trouvé de personnes qui pouvaient orienter correctement. Ça casse un peu le lien de confiance. Donc, on a besoin de recréer ce lien de confiance avec les personnels soignants. Le fait d'avoir des ruptures de parcours de vie, des exclusions dans le cadre du soin, de la scolarisation, de la vie sociale. On a la place de la famille, donc c'est vrai qu'on porte un peu l'idée de TP où les aidants, on élargirait aux aidants parce que on sait très bien que c'est un rôle moteur. La cellule familiale, elle est vraiment là aussi pour soutenir. Et on parle des parents, mais on a les grands-parents aussi, hein, qui sont très souvent en première ligne. Donc, quand on va parler d'éducation thérapeutique du patient, bien sûr, on devra évaluer quel bénéfice pour le patient, mais en fait, quel bénéfice pour le patient d'avoir eu autour de lui des parents qui ont fait des formations avec de l'ETP, voire des grands-parents pour pouvoir mieux comprendre, mieux gérer les traitements, mieux accompagner, vaincre les peurs. Donc ça, je pense que c'est aussi très important. Et puis, en élargissant pour ceux où la famille peut être n'est pas forcément présente, mais où la personne de confiance, il y a un lien à tisser avec des gens soutenants et aidants autour. Et puis, on voit bien que les associations, hein, de toutes les manières, dans l'essence des programmes d'éducation thérapeutique du patient, elles sont présentes. On a des associations historiquement qui ont toujours été là pour les programmes ETP. On a Vaincre la mucoviscidose, les hémophiles, l'AFH, l'éducation thérapeutique du patient fait vraiment partie intégrante de leur ADN. Et puis, on voit que dans la construction des programmes, on demande à ce que ces associations agréées puissent participer parce que ça permet d'ajuster au mieux possible, je dirais, les modules de TP, etc. Donc, je pense que c'est important et qu'on a aussi toute cette coordination à assurer. C'est ce que l'éducation thérapeutique du patient donne vraiment ce côté pluridisciplinaire qu'on a déjà dans les maladies rares qui sont multisystémiques et ça se retrouve aussi dans l'éducation thérapeutique du patient où on a besoin de cette prise en charge multidisciplinaire. Slide suivante.
Donc, je ne suis pas revenue sur toutes les questions du PNMR3, hein, ni du PNMR1, ni du PNMR2. C'était simplement pour faire un petit fil rouge quand même, hein, parce que ce que je vais vous présenter, ça a été rapidement, mais c'est ce que le troisième plan maladie rare a porté et a financé. Le premier plan, c'était la visibilité de nos centres de référence. Alors, c'était la question de l'orientation, où suivre un patient avec telle ou telle maladie rare. Ensuite, le deuxième plan maladie rare, je dirais, il y avait eu toute l'idée de la coordination avec évidemment toujours nos centres de référence, centres de compétences CRC, qui sont les pieds dans la glaise et qui sont justement au contact des familles. Et cette coordination pour pouvoir, typiquement aujourd'hui, c'est une coordination interfilière qui implique également des centres de compétences, des centres de référence ou des CRC. Donc, on voit bien que c'est une dynamique qui est collective. Et puis, je pense que le troisième plan maladie rare sera beaucoup autour des données. On sait bien que c'est un enjeu majeur européen, mondial, international, le partage des données, les data. Et donc, c'est aussi des éléments dans le champ du médico-social qui restent à développer, à construire. Je pense qu'on a collecté des données de programmes ETP, des rapports d'activité, voire même, pourquoi pas, tester du data mining sur sur des rapports d'activité, pourquoi pas, pour pouvoir un peu dégager des tendances, voir ce qui se fait. Je pense que ça pourrait être intéressant. Il y a des nouvelles façons aussi de structurer la donnée et de la chercher un peu différemment et de l'aller chercher aussi dans les textes. Et ça, l'éducation thérapeutique du patient pourrait donner un peu cette approche plus qualitative. Et puis, on a eu donc à garder cette dynamique aussi pour structurer nos réseaux et puis vraiment articuler la recherche et le soin. Et puis, on voit bien que l'éducation thérapeutique du patient, qui au départ avait été construite pour l'observance, hein, dans le champ de la diabéto, par exemple, par rapport au traitement. Donc, au départ, les maladies rares étaient peu impliquées dedans parce qu'elles n'avaient pas de traitement et elles en ont toujours pas beaucoup, hein, que 5% de traitement, mais on se rend compte que l'éducation thérapeutique du patient va au-delà du médicament, au-delà du traitement, mais ça reste quand même un champ qui peut être qui est intéressant de l'éducation thérapeutique du patient pour travailler l'observance, la bonne adhérence du patient. Et on voit qu'il y a des nouveaux traitements qui arrivent. Et là, il y a eu tout un travail de la filière NEMO avec la FH sur des traitements innovants, mais qui demandent à bien connaître le traitement, ses conséquences, ses mésusages, etc. Donc là aussi, il y a de l'éducation thérapeutique du patient qui peut se construire. Slide suivante. Donc, ça, c'est dans le rapport du PNMR3, c'est très clair. On se pose vraiment comme l'objectif du troisième plan avec l'idée de programme d'éducation thérapeutique pour rendre la personne malade active, autonome, capable de faire ses choix et que ce ne soit pas des choix imposés. C'est vraiment ça que l'éducation thérapeutique du patient apporte. Donc, c'est toute une je dirais, toute une philosophie, toute une façon d'accompagner pour redonner la place aux patients et à ses choix au cœur de la décision. Et en concertation ensuite avec les équipes médicales, il y a tout un travail qui vraiment, je dirais, humainement, apporte beaucoup. Slide suivante. Donc ça, je l'avais déjà donné il y a 2 ans, mais je le rappelle parce que ça reste encore un objectif du PNMR3. On sait que c'est un objectif où les ARS, parfois certaines, mais pas toutes, merci l'ARS Hauts-de-France d'être ouverte d'esprit, il peut y avoir un blocage pour les aidants, alors que c'est un enjeu très important et il faut qu'on soit à même de démontrer que permettre à un aidant de participer à un programme d'éducation thérapeutique du patient va permettre à ce que le patient ait une meilleure prise en charge, comprenne mieux aussi ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, etc. Et donc, c'est aussi un atout pour la personne malade. Et ça, certaines ARS l'ont compris, d'autres un peu moins. Ça dépend des thérapeutiques, mais certaines thérapeutiques ne peuvent pas attendre que, enfin, certaines maladies ne peuvent
peuvent pas attendre que le patient soit en âge de comprendre et de faire de l'ETP. Il y a besoin que les parents se mobilisent avant. Et la mucoviscidose l'a très bien compris depuis des années. Donc, il faut surtout ne pas lâcher. C'est quelque chose qui est important vraiment apporté comme problématique vraiment très prégnante pour les maladies rares. Et puis l'autre sujet qu'on partait dans le PNMR3 comme enjeu important, c'est justement de l'expérimentation de modules en ligne. Alors, malheureusement, on ne peut pas dire que la Covid-19 n'était certainement pas quelque chose de bon, mais ce que cela, en tous les cas, permis de développer, c'est tout ce qui a été sur le télésoin, la téléexpertise, et certaines de nos filières de santé maladies rares, dont la filière FAI2R, ont vraiment, celles qui avaient des programmes ETP avec des modules en ligne, ont pu garder le lien pendant le premier confinement, en tous les cas, un lien avec leurs patients grâce à ces modules OTP qui existaient. Et ça permettait de garder un accompagnement, je dirais, avec les personnes malades. Donc ça aussi, c'était intéressant de voir qu'en période de crise et en période d'épidémie comme on a pu connaître, c'était un atout aussi d'avoir des programmes en ligne et de pouvoir y accéder et ne pas avoir à se déplacer. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus fréquent parce que beaucoup plus évident et ça ne peut que ouvrir. C'est comme notre journée aujourd'hui avec plus de 180, près de 200 inscrits. Ça ne peut qu'ouvrir à des personnes qui ne se seraient pas déplacées, qui ne pouvaient pas bénéficier. Donc après, comme on a vu tout à l'heure en introduction, il va falloir avoir à réfléchir au champ, aux questions. Donc là, je laisse les spécialistes. J'ai vu que dans le chat, il y avait déjà une question sur le bilan, les objectifs. Là, le premier entretien qu'il y a avant de participer à un programme de TP. Donc, est-ce que c'est un mixte? Est-ce que c'est forcément en présentiel? Comment ça? Donc là, il y aura des questions à répondre sur ce point-là. Et puis aussi, ce qui est important par rapport à ces programmes ETP, c'est le dernier point que j'ai mis, c'est aussi de pouvoir être adapté ces programmes avec un accès pour les personnes avec une déficience intellectuelle, par exemple. On a des programmes qui sont conçus en langage facile à lire, facile à comprendre, qui ont été relus, testés par des équipes, par des ESAT, etc. Donc, on voit bien que le TP pourrait être accessible à un plus grand nombre. On a parlé des personnes qui étaient isolées, donc ça, c'est important, ou bien des personnes avec des maladies neurodégénératives rapides. Ça aussi, c'était un enjeu important parce qu'elles ont quasiment pas le temps de se soigner parce que, enfin, en 3-4 ans, leur situation se dégrade très vite. Et puis, c'est important de tester en amont ces outils avec les personnes concernées. Slide suivante. Donc, nos enjeux par rapport à l'ETP, pour qu'on pose bien le cadre pour ceux qui n'ont pas suivi l'appel à projet de la DGOS et nos financements, on se place en amont de l'autorisation. Alors maintenant, excusez-moi, la déclaration à l'ARS, ce n'est plus une autorisation, mais c'est une déclaration à l'ARS. Et donc, on accompagne soit des nouveaux projets, soit des projets qui sont réactualisés, soit un déploiement sur d'autres régions, d'autres équipes. Et on a un suivi qui sera demandé a posteriori par des indicateurs qui sont classiques. Alors, on n'aura pas le temps, je pense, on a pris du retard avec la pandémie sur à la fois la formation des patients experts, sur les professionnels, sur la dispensation des programmes, mais pour ceux qui auront déjà pu être effectifs, ce sera important de travailler sur ces indicateurs et vous verrez, en conclusion, je vous parlerai de l'importance de l'évaluation de ce qu'on aura fait. Et puis, il y a tout ce travail qui se fait et là, c'est en ce moment que je reçois pour chaque filière des référencements de compétences. Alors, on a déployé, je dirais, c'était pour fin juin.
on a repoussé, pour ceux qui seront un peu en retard, pour fin juillet, le retour de ces référencements de compétences. Après, ma petite alerte, c'est que nous, on a un financement 50% en amont, 50% 2 ans après, et nous ne pouvons pas reporter nos crédits. Donc il faut vraiment que les programmes aient été déposés sur le site des ARS en mi-novembre pour les programmes financés en 2020, en mi-novembre 2022, et ceux de 2019 à mi-novembre 2021. Donc, ça va venir vite. Donc, c'est important d'avoir ce point d'attention parce que plus on tarde à faire les référencements des compétences, plus on tarde à mettre en place la construction du programme. Donc, il ne faut pas se mettre en difficulté non plus et ne pas perdre de temps du tout. C'est une petite alerte que je vous donne parce que moi, je ne pourrais pas faire grand-chose dans le sens où je ne peux pas le décaler pour 3 ou 4, 5 mois après. Donc, voilà un enjeu important quand même. Slide suivante. Donc, le bilan de nos 2 appels à projets 2019-2020, en fait, ces projets sont financés, je dirais, chacun sur 2 années. C'est-à-dire qu'on a 2019, la première partie pour l'amorçage de la construction du projet, 50%, et puis les 50% autres en 2021. Donc, ça correspond pour nous, ça nous permettait d'accompagner plus de programmes en divisant comme ça cette enveloppe et en projetant sur 2 ans après la deuxième partie de l'enveloppe. Donc, c'est pour ça que par rapport à nos financements, on n'a pas en 2022 de financement dédié pour de nouveaux appels à projets. Pour l'instant, on va déjà partir sur tout ce que l'on a accompagné. Je pense qu'il va falloir évaluer. Donc, il faut quand même voir que dans les maladies rares, on n'était pas forcément… beaucoup de maladies n'avaient pas de programme ETP, il y avait quand même un gros manque. Donc là, on a essayé d'impulser cette dynamique. Donc il y a quand même 200 programmes ETP maladies rares qui ont été financés par ces 2 appels à projets, donc 209, avec la transition enfant-adulte, l'IETP, l'ouverture au centre de compétences aussi, qui étaient des sujets importants pour notre année 2020. C'était important pour nous. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont déjà formés à l'ETP aussi en centre de compétences maladies rares. Et c'était dommage de se passer de cette compétence et de cette capacité de aussi construire des programmes ETP. Donc, ça a été tout à fait un succès et sans doute dans des filières où les centres de compétences sont peut-être plus impliqués. Donc, on a vu la dynamique et ça a répondu à une attente. Et puis, ça je ne vais pas revenir, mais on a bien vu qu'il y avait l'importance de la IETP à distance pendant les périodes de crise. En 2020, on a eu 70 projets sur les 99 financés qui étaient des projets avec de la IETP. Donc, on voit bien, souvent c'est un mixte. On voit bien l'importance de la IETP avec 28 programmes portés par un centre de compétences et puis 10 filières de santé maladies rares sur les 23 qui étaient sur la transition. Slide suivante. Donc, quelques exemples. Donc, c'est pour ça que mon titre, c'était anticiper les ruptures de parcours de vie. Typiquement, la transition fait partie des ruptures de parcours de vie. Pour avoir vu malheureusement un exemple malheureux il y a longtemps, enfin il y a une vingtaine d'années, d'une jeune qui est qui était en bonne forme et qui après son bac est partie faire des études à Bordeaux et en une année, elle s'est complètement dégradée et la greffe n'a pas pris, elle est décédée. Et on voit bien qu'il y a des années charnières où c'est peut-être en fonction aussi d'un âge où c'est difficile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de contraintes, donc c'est compliqué. Donc il y a des âges vraiment où il faut être attentif à ne pas avoir un décrochage, sinon c'est un risque vital. Donc on voit bien qu'il faut anticiper ces ruptures. Donc là, c'est les exemples de programmes que j'ai vus sur la transition qu'on a eu par différentes filières, donc à la fois la néphro, les épilepsies rares, le Marfan, la transplantation cardiaque, les déficits immunitaires,
le foie. Il y a vraiment des enjeux importants et ça se retrouve dans chacune des filières. Et ensuite, quand on regarde un programme qui est plus global, la transition fait quand même toujours très souvent est nommée dans la présentation du programme. Et c'est également, je fais le point avec le pont, avec, ça n'a rien à voir, mais elles ont reçu un financement pour former à l'ETP, c'est les nouvelles plateformes d'expertise maladies rares. Donc pour l'instant, on en a une dizaine, on en a 10 et puis il y en a 9 qui vont arriver. Donc il y a Lille par exemple. Il y a une action aussi vers l'ETP pour ces plateformes pour pouvoir former également et avoir des moyens de former des patients experts. Et on voit qu'elles ont un rôle aussi pour travailler sur la transition et pour travailler avec les UTET ou les UTEP. Donc ça aussi, c'est des nouveaux acteurs qui arrivent, mais qui peuvent fluidifier sur les établissements les parcours. Slide suivante. Donc, moi, l'idée maintenant, c'est en avançant, c'est de pouvoir mesurer donc, le bénéfice pour la personne malade, pour les aidants, pour les équipes des centres de référence maladies rares. Donc, il faut vraiment qu'on parte dans une dynamique d'évaluation qualitative de l'effet de ces programmes sur les patients porteurs de maladies rares et de voir un peu, puisque c'est un peu l'enjeu de notre troisième plan, comment les programmes de IETP et les programmes destinés aux aidants sont évalués, qu'est-ce qu'ils apportent, etc. Donc, il va falloir impulser une démarche, j'en ai déjà rapidement parlé à la filière FAI2R, mais il va falloir impulser une démarche de recherche quantitative, qualitative, pour déjà voir un petit peu ce qui a été fait des programmes qu'on a financés avec les 2 appels à projets, de voir un peu des focus sur des programmes ETP pilotes représentatifs pour pouvoir un peu plus creuser déjà un peu peut-être des rendus, de voir un petit peu ce qui se met en place. Et puis ensuite, il y a une phase pour un peu construire des questions d'évaluation, des indicateurs un peu phares pour pouvoir correctement évaluer le bénéfice. Et puis l'idée, en concluant cette première petite phase qu'on voudrait mettre en place dès cette année, c'est pour ensuite porter un programme, slide suivante, un programme plus ambitieux, peut-être en lien avec les sciences humaines et sociales, vraiment de recherche, pour avoir une d'analyse qualitative poussée. Donc ça, c'est, voilà, je pose un peu les bases aujourd'hui. Pour la première fois qu'on communique là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et pour le groupe interfilière ETP, je pense que la question d'évaluation est quelque chose qui doit pouvoir dès maintenant être anticipé, parce que ce sera aussi ce qu'on nous demandera dans l'évaluation du troisième plan maladie rare, ce que l'on a fait, et puis un indicateur dans notre champ. Le seul indicateur qui est utile pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que ça a apporté au patient et en quoi ça l'a aidé dans la gestion de sa maladie, dans la compréhension, dans son espérance de vie. Enfin, il y a plein de champs, mais il y en a certains qui sont très concrets et le risque vital en est un. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on a à cœur de vouloir accompagner et construire dès maintenant, cette année déjà pour une première phase, et puis l'année prochaine pour quelque chose de beaucoup plus étayé, beaucoup plus large. Donc, il va falloir qu'on voit un peu comment on fait ce travail. Et slide suivante, qui est ma dernière slide, j'ai voulu un peu vous faire un rapprochement avec l'éthique en santé, les principes anglo-saxons de l'éthique en santé, les gros mots de l'éthique en santé, mais qui pour moi sont en fait des indicateurs et qui pourraient presque être repris comme indicateurs pour marquer le bénéfice d'un programme ETP. On voit bien que quand on part du cœur de la personne, et puisque tout devrait être centré sur la personne, dans le programme ETP du patient, c'est la personne malade et en quoi l'ETP l'a aidé à faire des choix. Donc, c'est vraiment toute l'autonomie en santé qui n'est pas une autonomie anglo-saxonne en disant vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. C'est de donner suffisamment d'informations et de moyens pour pouvoir faire son propre choix, mais en étant
étayée. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On voit l'éthique de la bienfaisance, c'est toute la partie de la construction du programme notamment. On voit qu'il y a des dynamiques qui se créent au sein des centres de référence. Et pour la petite anecdote, la première fois que j'ai connu Hélène Maillard, il y a plus de 10 ans, c'était pour notre formation à l'éducation thérapeutique du patient. Donc, il y a des petits ponts comme ça qui se font après entre les personnes. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est très constructif, notamment pour les associations de patients. C'est vraiment quelque chose qui rapproche et qui permet d'être dans un dialogue extrêmement constructif avec l'équipe médicale autour du patient. Ensuite, toute la partie de l'éducation thérapeutique du patient qui est de l'échange entre les pairs, entre personnes ayant vécu la même chose, donc toute cette partie de non-malfaisance, mais aussi quand je parlais de relecture des documents adaptés et construits avec des personnes, notamment en situation de déficience intellectuelle, avec des documents qui sont en langage FALC. Ça, c'est typiquement également de la non-malfaisance, dans le sens où on souhaite porter des choses qui soient entendable et compréhensible par tous. Et puis, le tout fait également une approche holistique, je dirais, pour pouvoir aller au-delà de le simple accompagnement médical, mais on voit bien que ça embarque toute la personne à la fois dans sa tête et dans ses tripes. Et il y a aussi une notion, comme le TP est adapté par rapport à ce fameux bilan éducatif et qui dépend de chacun et des besoins de chacun, je crois vraiment le TP comme le symbole d'une équité. Ce n'est pas l'égalité, on donne à tout le monde la même chose, c'est qu'on s'adapte aux besoins de la personne et ce dont elle a besoin. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux, même au niveau éthique, avec des marqueurs pour montrer le bénéfice d'un programme ETP centré sur les patients. Donc, on voit que ça donne la juste place de la personne malade et des aidants dans tout ce processus de création d'un programme d'éducation thérapeutique du patient.